Cette question de la finalité me semble peut-être être la question la moins problématique, et on le voit même au travers des trois interventions que l'on vient d'entendre, au sens où il y a, je crois, une finalité éternelle relativement peu discutée, qui était très explicite dans l'intervention d'Elisabeth Schneider. Elle a utilisé le mot émancipation. J'utilise couramment le mot liberté. L'éducation sert à donner de la liberté à celui ou celle qui en bénéficie. Bien sûr, ça peut se discuter. Il y a des bibliothèques entières de philosophie de l'éducation. Celle-ci peut être liée à Kant, par exemple, mais aussi à bien d'autres auteurs. Mais pour moi, c'est quelque chose... autant tout ce que je vais dire par la suite, je considère que c'est discutable, autant ce point-là me semble être le socle, même le socle de la République française depuis qu'elle parle d'école. L'éducation sert à cela, et c'est un peu l'invariant fondamental. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit, puisque tout dépend de la définition qu'on donne de la liberté, tout dépend de tout ce qu'on met comme moyen au service de cette liberté. Mais je pense que on peut avoir une idée de l'acte éducatif à partir du rapport à la liberté que cet acte a. Il peut d'ailleurs être un acte de contrainte. C'est tout le paradoxe de la liberté, puisque cette contrainte peut être émancipatrice. Et on rentre déjà dans la complexité et la dialectique de l'éducation. Là aussi, ça a été parfaitement souligné par Kant et par bien d'autres, et surtout... Tout un chacun peut l'observer. C'est le paradoxe de l'éducation. Il faut de la contrainte pour aller vers la liberté. Si le petit homme savait se débrouiller tout seul et construire son savoir à partir de la naissance, ça se saurait. Et malheureusement, on a même, avec le cas des enfants sauvages, l'exemple inverse. Et là, on peut faire référence à Aristote et à la définition de l'homme comme animal social ou comme animal politique. Nous sommes tous le produit d'interactions. Nous avons besoin de l'autre. C'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'éducation, qui reste absolument indispensable pour la définition même de l'homme. Et comme le mot anthropologique a été utilisé d'emblée dans l'introduction, et qu'il y a cette idée que l'éducation sert à définir l'homme, je pense qu'il y a des relations relativement simples, si je puis dire, entre la relation entre éducation et liberté, la relation entre liberté et homme, et donc la relation entre éducation et homme. Si on définit l'éducation par la liberté et l'homme par l'éducation, on peut peut-être arriver à considérer que définir l'homme par la liberté est encore possible aujourd'hui. Donc je pense que à la fois l'objectif et l'idéal de l'éducation, idéal bien entendu jamais atteint, jamais absolu, jamais parfait, cette finalité me semble assez claire, et peut être le socle sur lequel à partir duquel on réfléchit sur les questions que pose en particulier les révolutions numériques. Et là, on arrive à la question des moyens et un petit peu des défis qui nous sont lancés aujourd'hui et qu'on a commencé à voir et qui vont être vus toute la journée et puis tout au long des séminaires que vous organisez. J'étais interrogé par ce qu'a dit Alain Boissineau quand il a en quelque sorte banalisé la révolution numérique tout à l'heure en disant c'est une révolution supplémentaire comme l'humanité en a vécu d'autres, et faut-il il n'y aura pas la grande rupture que certains annoncent. Je pense qu'il y a une part de vérité importante dans cette formulation, et en même temps lui-même l'a corrigé ensuite en disant il y a quand même une accélération et des effets de rupture qui sont un petit peu inédits dans ce qui est en train de se passer. Donc je pense qu'on a un mélange de ces deux vérités, de ces deux assertions aujourd'hui, et que ce qui nous choque, ce qui nous pose problème, c'est d'une certaine façon l'accumulation des révolutions. Autant il y a eu dans le passé la possibilité d'absorber progressivement différentes révolutions, comme celle de l'imprimerie, autant les révolutions que nous vivons sont simultanées, multiples, nombreuses, et posent beaucoup de questions justement à la relation entre éducation et liberté. D'abord, donc le point sur lequel je voudrais insister, c'est le caractère multiple de la révolution. On n'est pas en train d'assister à une révolution, mais à des révolutions. Et ça, c'est pour moi le point clé. D'abord parce que c'est à la fois une révolution scientifique et une révolution technologique. Ou plus exactement, des révolutions scientifiques et des révolutions technologiques. La révolution scientifique majeure, à mes yeux, pour ce qui concerne l'éducation, elle est à peine en train de commencer, et elle commence à être de plus en plus soulignée par tout le monde, et je suis heureux de voir que ça commence là aussi à être
pris en compte par tout le monde, par tous les secteurs, c'est la révolution des sciences cognitives et tout simplement le fait que nous en savons beaucoup plus sur le cerveau aujourd'hui qu'il y a 10 ans et encore plus qu'il y a 30 ans et que surtout dans 10 ans ou dans 20 ans, nous en saurons beaucoup plus qu'aujourd'hui, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque les découvertes, il faut plutôt se réjouir d'en savoir plus que d'en savoir moins. Même si, évidemment, ces découvertes sont dangereuses et que parfois elles nous mettent devant des réalités qui peuvent nous plaire ou nous déplaire. Par exemple, le fait que le bébé, l'enfant, et même l'enfant avant de naître, a des compétences considérables, c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque ça signifie qu'il y a un potentiel humain extraordinaire, et de multiples travaux le montrent. Par exemple, la démonstration que le bébé de 3 mois a le sens des probabilités par Stanislas Dehaene et fait partie des choses assez intéressantes. Ce potentiel humain est donc quelque chose de formidable. Bien entendu, le corollaire inquiétant, c'est que beaucoup de choses se jouent tout de suite et que bien des inégalités que nous pointons, et c'était aussi le sujet présent dès l'introduction, bien des inégalités que nous pointons, que ça nous plaise ou non, se joue avant 6-7 ans et que donc une grande partie de l'action que nous voulons avoir si on veut être efficace, elle se passe à ce moment-là. Bien entendu, il faut faire beaucoup de choses après, mais il est clairement démontré qu'il faudra y déployer beaucoup plus de moyens et de forces ultérieurement. Les professeurs de collège le savent très bien et qui souvent se plaignent de ce qui s'est passé avant, tandis que chacun se plaint de ce qui s'est passé avant, y compris les professeurs de maternelle qui peuvent parfois se plaindre de ceux qui se plaignent avant. Et donc cette réalité du potentiel humain fantastique révélé par les sciences cognitives, c'est la très bonne nouvelle scientifique de cette révolution, mais évidemment son corollaire doit être regardé en face si on veut être juste. Je le dis d'autant plus, Alain Boissineau a fait référence aux responsabilités qu'on a pu avoir précédemment, mais ce que je viens de dire semble relativement consensuel, disons. Dès qu'on en tire une série de conséquences, ça l'est beaucoup moins. Par exemple, quand on s'intéresse à ce qu'il faut faire à l'école maternelle, si on veut être en regard avec cela. Et de mon point de vue, et on va retrouver cette question plusieurs fois, et c'était présent dans les 3 propos, c'est la notion d'équilibre qui est la réponse, c'est-à-dire que lorsque vous entendez ce que j'ai dit auparavant sur le potentiel humain de 0 à 6 ans, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il n'est pas en train de plaider pour un stakhanovisme dès la maternelle? Est-ce qu'il n'est pas en train de plaider pour bourrer le crâne des enfants dès le plus jeune âge pour compenser les inégalités? Cette interprétation serait évidemment totalement caricaturale et ce que l'on sait sur la capacité cognitive de l'enfant va avec l'épanouissement de l'enfant. Le but est évidemment toujours la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine. Mais cet idéal-là a une dimension cognitive et une dimension d'épanouissement. Et ceci fait déjà un projet pour l'école maternelle quand on cherche ce point d'équilibre. La révolution cognitive est elle-même multidimensionnelle et elle est en relation avec les révolutions technologiques. Là aussi, ça a été dit précédemment, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un impact cognitif des révolutions technologiques. Je prends un seul exemple, la révolution 3D. Il est évident qu'elle a et qu'elle aura, d'ailleurs dans des délais assez prochains, lorsqu'il va y avoir une popularisation des casques 3D, elle a un impact cognitif. Si toutes celles et ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà vécu une expérience 3D en salle d'immersion ou en mettant un casque, je ne sais pas, ce serait intéressant de faire lever la main à qui a déjà eu une expérience 3D. Vous voyez, c'est probablement plus de la moitié de la salle. Et je suis sûr que ceux qui n'ont pas levé la main vont en avoir une dans les 2 ans qui viennent, notamment après Noël, en famille. Eh bien, quiconque vit cette expérience comprend que le mode d'apprentissage est différent, peut-être pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas, quelque chose de différent se passe dans la façon d'acquérir la connaissance, et c'est à cheval, évidemment, sur le technologique et le scientifique. Et donc, les révolutions technologiques sont nombreuses, et elles arrivent tout à la fois. Il y a celles auxquelles on pense en premier quand on parle du numérique, c'est-à-dire évidemment les interactions, toutes les révolutions qui ont trait à ce qu'on peut appeler l'interaction pédagogique. Et je souriais là aussi quand j'entendais la référence à Socrate et à la révolution, à l'écrit chassant l'oral en quelque sorte, puisqu'en
on pourrait à certains égards penser qu'aujourd'hui la révolution numérique prend en sandwich l'écrit, parce qu'il y a une certaine forme de retour à l'idéal socratique de l'oralité et une remise en cause de l'écrit qui est peut-être une ruse de l'histoire. Mais en tout état de cause, l'interaction pédagogique permise par le numérique, de multiples façons, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, est en soi une révolution. Et cette révolution a évidemment du positif, parce que justement elle permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, des choses que l'on visait de façon idéale auparavant, et que l'on peut faire maintenant de façon pratique. Par exemple, savoir instantanément si toute la classe a bien compris quelque chose et pouvoir personnaliser ensuite les réponses que l'on va avoir pour ceux qui n'ont pas compris. Ce sont des choses qui sont désormais techniquement possibles et qui sont évidemment de très grands progrès. Je pense que cette première révolution, elle-même, ne doit pas être mal interprétée. Il y a par exemple une idée qui court très fréquemment et que pour ma part je combats, qui est que puisque tous les savoirs sont disponibles, ce n'est plus la peine d'apprendre. Je pense que parce que tous les savoirs sont disponibles, il est plus que jamais nécessaire d'apprendre. Pour plusieurs catégories de raisons. D'abord, pour les raisons cognitives précédemment mentionnées, c'est-à-dire que la question de la mémoire, par exemple, est extrêmement importante et elle l'est dès le plus jeune âge. Donc apprendre par cœur n'est pas quelque chose d'archaïque relevant d'âge ancien, mais c'est au contraire plus que jamais nécessaire dans le monde tel qu'il est. De la même façon, je pense que la révolution numérique et l'accès à la connaissance que cela permet suppose, et là aussi ça a été dit tout à l'heure, surtout par Elisabeth Schneider, quand elle a dit que les jeunes aujourd'hui, les adolescents manquaient d'outils, manquaient d'antidotes en quelque sorte pour ne pas être instrumentalisés par la civilisation numérique. Enfin, je le redis avec mes mots, mais c'est ce que j'ai compris. Cette réalité, et évidemment, l'école doit l'affronter en donnant aux enfants et aux adolescents cette culture générale, ce recul, cette mise en perspective que l'on donne. Si je parle dans un instant avec tel ou tel d'entre vous de la poule au pot et d'Henri IV, je ne vais pas, au moment où on en parle, aller sur Wikipédia pour comprendre ce qu'est la poule au pot et Henri IV. Les discussions ne se passent pas comme ça. L'interaction avec autrui n'est pas une perpétuelle référence à Wikipédia à partir d'une espèce juste de compétence technique que j'aurais à aller chercher sur Internet les choses. Nous ne fonctionnons pas comme ça, heureusement. Et au contraire, plus les débats sont superficiels, et nous savons que notre époque très immédiate a une pente fatale de superficialité, plus nous avons besoin d'enfants, d'adolescents, de jeunes, de citoyens qui ont une culture générale, qui savent des choses et qui les ont bien apprises. Et ceci n'est évidemment pas une position archaïque, c'est au contraire une position complémentaire de toutes les potentialités qu'offre le numérique. Et aussi de toutes les potentialités de réorganisation que permet le numérique. Et là, je rejoins complètement Alain Boissineau sur l'usage du temps et sur finalement le retour à la notion de répétiteur, ou en tout cas le retour à la notion d'une nouvelle relation homme-machine dans l'éducation. C'est qu'en effet, il y a du temps pour la transmission du savoir, il doit y avoir du temps pour le travail en groupe, il doit y avoir du temps pour apprendre individuellement. Et tout ça s'accompagne, tout ça se voit harmonieusement. En effet, tout ça ne se décrète pas rue de Grenelle ou que ce soit. Ça s'envisage par établissement, par école, ça s'envisage par équipe pédagogique. Encore faut-il avoir créé l'écosystème qui permet cela et avoir formé les professeurs à cela. Donc, si je ne prends donc qu'une seule révolution technologique, je n'en ai pris qu'une, celle que j'ai appelée celle de l'interaction pédagogique, qui englobe beaucoup de choses. On voit déjà la problématique est importante et il faudrait déjà plusieurs décennies pour bien s'y adapter. Mais il y en a plusieurs autres. J'ai mentionné la révolution 3D. Elle est en soi une révolution, y compris bien entendu pour la formation aux travaux manuels, mais pour toutes les dimensions de l'apprentissage. La révolution des réseaux sociaux, c'est une révolution en soi, et nous savons tous qu'elle est extrêmement importante pour les enfants et les adolescents d'aujourd'hui, et même pour les adultes. Donc elle est très importante. La révolution Big Data, c'est une révolution en soi. Elle va là aussi avoir un impact, y compris sur le pilotage de l'éducation, à petite échelle ou à grande échelle. Même celle-ci suppose une absorption, si je puis dire, une compréhension extrêmement lourde et longue.
La robotique, c'est aussi un point très important. On parle de professeurs robots, il y a même des expériences de ce type. Les MOOC auxquels il a été fait référence, c'est aussi en soi, et tout ce qu'il y a derrière les MOOC, ce qu'on appelle les SPOC, etc. Tout ça, c'est aussi une révolution en soi. Sur chacun de ces points, on peut voir évidemment les aspects positifs et négatifs, les aspects stimulants, les aspects inquiétants. Et à chaque fois, c'est la même question qui se pose. Comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même, et même grâce à ça, un monde de plus en plus humain? C'est loin d'être une évidence, c'est loin d'être une partie gagnée, mais c'est, à mes yeux, la partie que doit jouer l'éducation. Et d'une certaine façon, c'est ainsi que j'ai compris la question d'aujourd'hui.